Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Le Conseil national de la communication a levé les sanctions contre la radio CCB-FM+, d'il y a 2 mois. La radio était accusée de diffuser un éditorial dont son contenu était un incident journalistique selon la vice-présidente et porte-parole du Conseil national de la communication, Aimée Divine Niokwizigigwa, indique que cette radio émet de nouveau ses programmes grâce au comportement des responsables qui ont avoué la faute. La radio s'engage de nouveau avec la signature d'une nouvelle convention entre les responsables de la radio CCB-FM+, et le Conseil national de la communication. Suivez-la. Réaliser la lettre de présentation d'excuses et de demande de levée des sanctions de la radio CCB-FM+, adressée au Conseil national de la communication. L'Assemblée plénière a apprécié le comportement que les responsables de la radio CCB-FM+, ont adopté en reconnaissant que la diffusion du contenu éditorial était un grave incident journalistique dont la radio CCB-FM+, s'est rendue coupable en date du 18 septembre 2017. L'Assemblée plénière a décidé la réouverture de la radio CCB-FM+, à partir du 4 décembre 2017, après la signature de la nouvelle convention entre le Conseil national de la communication et la radio CCB-FM+. Cependant, l'ex-directeur de la radio CCB-FM+, Edi Claude Ninina-Hazoué, fait savoir que de sa part, en tant que professionnel, n'a jamais présenté des excuses. Il serait par contre le propriétaire de la radio de la Chambre de commerce CFCIB qui a présenté ses excuses. Il salue tout de même cette mesure de lever ses sanctions à l'endroit des auditeurs de la radio CCB-FM+. Pendant ces 2 mois sans émettre du reste, il réaffirme que l'éditorial, qui a été la pomme de discorde, reste sans critique dans quelconque manquement professionnel. On l'écoute. Je dois d'abord saluer la mesure de lever des sanctions prises à la radio CCB-FM+. C'est une mesure salutaire parce que quand on ferme les antennes d'une station radio, non seulement on punit les auditeurs qui nous écoutent et écoutent nos programmes. Alors je salue cette mesure du CNC de lever des sanctions. C'était 3 mois de suspension des programmes, mais c'est au bout de 2 mois que le CNC revient sur la mesure et la radio a commencé à émettre, je crois, aujourd'hui. Mais nous regrettons que c'est par un mensonge grossier de la part de la vice-présidente du CNC et porte-parole de ce Conseil national de communication et qui dit avoir reçu une lettre de demande d'excuses. On n'a pas adressé une quelconque correspondance de demande d'excuses en ce sens que nous avons fait notre travail. Je réaffirme que je ne pourrais pas demander des excuses sur un travail professionnellement fait. L'éditorial qui a été sanctionné, qui a été à la base de la fermeture de la radio, aujourd'hui reste avec sa saveur. Je réaffirme mon engagement de ne pas demander des excuses. Plutôt, on a confondu peut-être l'employeur qui est le propriétaire de la radio, la Chambre fédérale de commerce, a adressé des correspondances à mon insu, ce qui m'a d'ailleurs choqué, au Conseil national de la communication pour demander des excuses. Mais des excuses sur quelle faute? Parce que l'autorité de la Chambre fédérale de commerce n'était pas à mesure de détecter cette faute professionnelle. Ce que nous avons refusé jusqu'à présent. L'éditorial qui a été sanctionné reste avec sa saveur, donc il n'y avait pas raison que nous demandions des excuses. Donc l'annonce du CNC d'avoir analysé la reconnaissance du manquement professionnel au niveau de notre éditorial, c'est archi faux. On n'a jamais présenté en tant que responsable et premier responsable de la radio CCB-FM+, qui a été recruté pour ses capacités professionnelles. Je n'ai jamais présenté des excuses et je ne les présentais pas encore. Plutôt, on a confondu les excuses de la part du propriétaire de la radio. Edi Claude Ninina-Hazoué revient sur les circonstances de son limogeage au poste du directeur de la radio CCB-FM+. Il a été trahi par son employeur qui a estimé que ses intérêts sont menacés
par le rapport aux critiques du pouvoir de l'éditorial en question. Encore une fois, suivez Eddie Claude Denis Lazoué, il est ex-directeur de la CCIB FM+. Nous sommes en conflit parce que, au lieu de peut-être m'approcher en tant que professionnel et voir comment approcher le CNC, ce que j'avais proposé, on s'est précipité à me limoger. Mais avant, quand j'avais vu que le courant ne passe pas, il y a 2 mois, j'avais présenté la veille ma démission. Mais les conférences de presse qui ont suivi de la part du secrétaire général de la Chambre de commerce étaient pour me charger et peut-être se blanchir auprès du Conseil national de communication. Mais moi, en tant que professionnel, je réaffirme mon engagement d'avoir fait un travail hautement professionnel, si vous voulez. Parce que l'éditorial aujourd'hui reste avec ça veille. On a dit que le gouvernement avait malheureusement présenté sa position au niveau de l'éditorial quand on parlait des tueries de nos concitoyens de Kamanyola. Mais c'était le tweet du ministre des Relations extérieures. Mais quand est-ce qu'un tweet d'un ministre revêt un caractère d'une position officielle? Donc je crois que même aujourd'hui, si je pourrais trouver une occasion, l'éditorial reste avec sa saveur. Restons sur le Conseil national de la communication qui a autorisé l'ouverture d'une nouvelle station radio-télévision Ubuntu qui se focalisera principalement sur la vie des orphelins et des veuves. Cette radio-télévision devra s'entendre avec le CNC sur son cahier de charge. Avant de commencer ces émissions, suivez la vice-présidente du CNC, Aimé Yokwizigigwa. Après avoir analysé le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de la radio-télévision Ubuntu Ijuigimfu Vinabafakazi, l'Assemblée plénière a décidé d'accorder l'autorisation d'exploitation à la radio-télévision dénommée Radio TV Ubuntu comme étant une société privée de radiodiffusion télévisuelle et sonore au Burundi. Avant de commencer ses activités, elle devra signer un cahier de charge avec le Conseil national de la communication conformément à l'article 37 de la loi sur la presse ainsi que les articles de 109 jusqu'à 114 du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la communication. Et par rapport justement à cet agrément, à cette radio-télévision pour le journaliste en exil Innocent Mohozi, ces radios n'ont d'autre visée que ceux de montrer à l'opinion qu'il y a la liberté d'expression au Burundi. Toutefois, ce n'est plus secret que ces radios naissent de la volonté du pouvoir et n'auront pas le pouvoir d'indépendance pour exercer pleinement le rôle des journalistes. Écoutez Innocent Mohozi. La multiplication des médias, qu'ils soient audio, qu'ils soient visuels, qu'ils soient écrits, qu'ils soient électroniques, n'est pas le signe de la liberté de presse ou d'expression dans un pays. Le véritable signe, ce sont les lois, mais c'est aussi la pratique quotidienne de ces médias. Aujourd'hui, nous voyons des médias qui naissent, que ce soit par des médias écrits, que ce soit des médias radio ou TV même, mais tout cela évite soigneusement de parler des questions qui fâchent pour le gouvernement. Parce que être un médium indépendant aujourd'hui au Burundi, ou un médium tout simplement, et ne pas parler des disparitions, ne pas parler des tortures, ne pas parler des morts, ne pas parler des prisonniers politiques, ne pas parler des gens qui sont en exil, ne pas parler des problèmes que pose le changement de constitution, ne pas parler de l'accord d'Arusha, ne pas parler d'un système judiciaire qui n'en est plus un, ce n'est pas être un média indépendant. Donc vous pouvez multiplier des médias, mais qui tous restent en dehors des questions réelles que le pays doit affronter. Toute cette misère qui est en train de s'installer dans le pays, toutes ces relations pourries avec les autres partenaires, les partenaires du Burundi, notamment les partenaires traditionnels économiques du pays, toutes ces concessions minières qui se font, on ne sait trop en fonction de quelles règles. Donc si vous ne parlez pas de toutes ces questions-là et de bien d'autres, vous pouvez toujours avoir votre journal, vous pouvez avoir votre radio, vous pouvez avoir votre télévision et travailler au Burundi. Mais ce n'est pas ça les médias indépendants, ce n'est pas ça le signe de liberté de presse et d'expression. Continuons ce journal par rapport au pourparlers sur le conflit burundais qui se déroulait à Arusha.
Justement, c'est à Arusha ce mardi que le facilitateur a pu rencontrer les différentes parties en dialogue. Il a signifié qu'il existe des questions qui prendront du temps pour que les protagonistes puissent arriver à un consensus. Les partis restent sur les positions. Les opposants et les représentants de la société civile défendent toujours la constitution burundaise et l'accord d'Arusha adopté, tandis que les pro-gouvernements, eux, avancent la volonté du peuple burundais et la souveraineté nationale. Et le processus de négociation en cours accuse des lacunes graves qui portent préjudice à la paix et la sécurité au Burundi. Le président de l'Alliance burundaise du Canada, abaissé en sigle, regrette que la volonté manifeste de l'Ouganda et de la Tanzanie de soutenir le pouvoir de Bujumbura et qui trompe les Burundais qu'ils sont en train de trouver la solution à la crise. Satisfait de l'aide de soutien au président burundais, il cherche maintenant à préparer les esprits sur les élections de 2020 sans résoudre les questions qui ont déclenché la crise. Écoutez André Dundouri, il est président de l'ABC. Les Burundais ne peuvent rien attendre de cette session d'Arusha actuelle, car on voit très bien que depuis le début, ces négociations n'ont été qu'une diversion pour miroiter l'opposition et l'empêcher de s'organiser, lutter pour le retour du respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha, et en même temps une diversion pour permettre au régime actuel de Bujumbura de s'organiser, de se consolider. Aujourd'hui, on voit très bien que la facilitation veut se débarrasser des négociations et les gens peuvent croire que c'est justement parce qu'on ne peut plus parler de troisième mandat, parce que ce troisième mandat est presque à la fin. Ils ont aidé le gouvernement à se consolider, ils ont freiné l'organisation de l'opposition pour se battre en faveur du retour de la légalité constitutionnelle au Burundi. Et aujourd'hui, la facilitation en est au point que veulent que les Burundais eux-mêmes prennent la facilitation, jouent le rôle de facilitateur, ce qui n'est pas de nature à respecter les principes de la facilitation, quitte à ce que, en fait, la facilitation veut donner la responsabilité au gouvernement et au parti au pouvoir de mener la facilitation, ce qui n'est pas normal. C'est clair que les intimidations s'intensifient pour gagner au maximum l'accord qui aura sanctionné ces négociations. L'exemple étant celui de la destruction de l'hôtel de Jaminani, président actuel de la plateforme Senared. Cela constitue un signal fort pour celui ou celle qui s'opposera à la vie du gouvernement dans ces négociations. Dundouri rappelle cependant aux participants de se tenir debout à refuser de signer un accord qui met en péril la vie des Burundais. Encore une fois, suivez André Dundouri. On doit se poser la question de quel est l'accord qui doit se faire, c'est entre qui et qui. Parce qu'aujourd'hui, les partis qui sont à Arusha, d'abord, le gouvernement n'est pas à Arusha, parce que le gouvernement ne peut pas être représenté par un secrétaire permanent du ministre. Il n'a pas le pouvoir de décision, il ne peut rien négocier parce qu'il ne peut pas faire de concessions au nom du gouvernement. Deuxièmement, la partie de l'opposition qui est en exil n'est pas présente à ces négociations. Or, la partie de l'opposition qui est à l'intérieur du pays est prise en otage. Aujourd'hui, ils sont menacés, vous l'avez constaté, vous l'avez vu vous-même, les menaces qui ont été et la destruction de l'hôtel de Dr Jean Minani était un signal pour dire, vous qui êtes à Arusha, celui qui ne soutiendra pas le gouvernement, celui qui ne va pas dans le sens du gouvernement, aura le même sort. Ça, c'est un message qu'ils ont lancé. Mais malgré tout cela, en fait, nous lançons un appel à tous qui sont à Arusha aujourd'hui et qui se réclament de l'opposition et qui luttent pour le retour de la légalité constitutionnelle, de savoir que l'avenir du pays est dans leurs mains, qu'ils ne signent pas de n'importe quoi sous la menace, parce que après tout, c'est la menace individuelle aujourd'hui, mais s'ils signent, ça devient une menace pour toute la nation, pour les 10 millions de Burundais qui sont au Burundi et qui attendent de l'opposition, qui attendent de ces politiciens, qui attendent de toutes ces personnes qui sont à Arusha un meilleur avenir pour le Burundi. Donc, qui ne signe pas un papier qui est préparé par le gouvernement et qui ne vise que la consolidation du régime dictatorial. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci bien de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.